Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'avoir une belle discussion face avec Mathieu Pepper et Guillaume Pinault. Mais tu vas voir, c'est ça. Tu peux pas serrer ça. Là. Fait que ça pilonne tout le temps de même. Là, Là. t'arrêtes quand tu veux. Là. C'était assez insupportable, mais on comprenait ton point. Là. Ok, parfait. Je pense qu'on a l'intro de la capsule en ce moment. On a passé un super beau moment ensemble. On a eu une magnifique discussion. On a parlé de plein d'affaires. On a parlé de nos processus créatifs. On a parlé de maturité humoristique. On a parlé du climat actuel de l'humour au Québec, de la nouvelle réalité et de tout ce que ça entraîne. Ça a été une discussion extrêmement intéressante et tout ça a commencé avec nos impressions du dernier spectacle de Chris D'Elia qui est sur Netflix, qui s'intitule No Pain. Vous, j'imagine que vous le connaissiez. Ouais, moi, je le connaissais bien quand même. Ouais. Ça fait longtemps. Moi, j'avais un kick sur lui dans le temps qu'il sortait des vidéos où est-ce qu'il était au. Là, j'ai essayé de le trouver, mais je pense que le Laugh Factory à LA. Ouais. Il hostait là-bas pas mal, ou en tout cas, il était. Il a été headliner là, très, très longtemps. Il faisait un crowd work, il faisait du crowd work, il chirait beaucoup. Là. Ouais. Je me rappelle d'écouter ces vidéos-là, puis je capotais sur son énergie. J'ai un peu décroché avec le temps, on dirait. Mm-hmm. Fait que quand tu nous as invités sur le show, puis tu as fait comme, hey, allez donc écouter ça, j'étais quasiment content parce que j'avais plus le réflexe. De l'écouter tant que ça. Avec moi, je me suis... les derniers. Là, j'ai checké vite fait là, sur Netflix, parce que je les avais pas vus dans l'ordre. Ceux qui sont sur Netflix, j'en ai vu 2. Il y en a 2. Ouais. Sur Netflix, en ce moment, il y en a. En fait, il y a son premier show Netflix, c'est Incorrigible. Ouais, lui, je l'ai vu. Après ça, il a sorti Man on Fire il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Mais il était aussi, il faisait une demi-heure aussi dans la série Comedians of the World. Ah, puis ça, je l'avais vu. Ça, je l'ai vu. Ouais, il parle de l'Australie, puis tout ça, là, qui est allé en Australie. Fait que ça, c'était la dernière chose qu'il avait faite sur Netflix. Mais donc, sur Netflix, de Chris D'Elia, il y a comme deux shows et demi, si tu veux. Et demi, mettons, ouais. 2 moi, heures. j'avais vu son premier. Mais moi, je l'avais découvert, j'étais allé avec Mathieu Pepper à Boston au Oddball Fest. OK. Puis c'était lui qui l'ouvrait. Puis tu sentais qu'il était en tabarnane d'ouvrir le show. Mm-hmm. Il était comme fâché, puis c'était un gros show, là, mais tu sais, après lui, il y avait Hannibal Buress, il y avait Amy Schumer, il y avait c'était Louis C.K. qui closait. Ouais, c'est ça. Mais lui a ouvert le show, puis il était piste. Il était piste de la présentation de l'animateur. Il est rentré, il y avait 8 minutes à faire, il a dû faire 7 minutes 58. Tu sais, genre, je fais mon temps, puis je te donne pas une seconde de plus. Il faisait le numéro sur les équipes de football. Là. Ouais. Comme les Packers contre les Ça, Dolphins. Tout ça. Ça, c'est dans Incorrigible. Ouais, dans son premier show, il faisait ce number-là. Puis moi, je me rappelle, Jay Dutamp était là avec nous, puis Jay, il capote sur Chris D'Elia. Je sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps, tu sais, même à un moment donné, quand il a fait son premier poster de ZooFest, c'était un hommage à lui, tu sais, juste ses traits. Je sais pas si vous vous rappelez du poster, là, mais c'est juste... C'est sa barbe. Ben, c'est son brand. Sa barbe, ses cheveux. Ouais. Mais Chris D'Elia avait fait ça. Puis, bref, je m'étais mis à le suivre un petit peu, mais j'ai jamais tant accroché. Puis j'ai fait, OK, moi aussi, tu sais, No Pain, je vais checker. Puis maintenant, tu sais, vu que je suis en train de travailler beaucoup sur mon one-man show, puis d'essayer de faire des liens, puis d'avoir une raison pour un titre, puis tout ça. Fait qu'en l'écoutant à un moment donné, j'étais comme... Je l'ai écouté avec ma blonde, il faut dire qu'elle est très critique. Là, fait qu'elle aussi, elle a détesté de A à Z. Ah ouais? Elle dit, je suis pas d'accord. Surtout le bout, tu sais, à un moment donné, il fait, je vais jamais m'excuser pour un gag. J'ai pris la décision que dans ma vie, jamais je vais m'excuser pour un gag. Puis là, ouah! Ma blonde a fait, c'est un épais. C'est un épais, ça. Puis j'ai fait comme, ah! Puis là, j'ai aimé ça débattre avec elle avant de venir jaser avec vous. Moi, j'étais comme, OK, non, il assume ses affaires, mais d'un autre côté, je pense que tu peux être rendu assez adulte pour faire, ah non, j'ai fait une joke qui a crissement pas de bon sens, je peux m'excuser de ça. Il y a des affaires qui vieillissent moins bien aussi, là. Ouais. Fait que, moi, ça m'a pris du temps à embarquer. J'ai trouvé que ça a parti très raide. Puis, mon bout préféré, c'est où j'ai cru comprendre une parcelle du titre. C'est quand il dit, moi, mes parents, t'es vraiment cool. J'ai pas une enfance brisée. J'ai pas... c'est là, j'ai fait, OK, ça fit. No Pain. C'est la seule fois que j'ai pu me raccrocher après ça. C'est ça. Ah ouais, c'est même pas le même que je l'avais... Ah, c'est intéressant.
Moi, je l'avais Caroline, mis. parce que moi, pour être bien honnête, Chris D'Elia, c'était loin d'être mon préféré. Ouais. J'étais capable, en tant qu'humoriste, de reconnaître le talent, mais surtout le star quality. Je pense que c'est un gars qui est comme. Ouais. Il y De a une drive. Ce gars-là, il y a une drive Ouais. incroyable. Mais moi aussi, je reconnaissais le talent. Il est bon, puis il a un charisme incroyable. Là, Ouais. Il rentre sur scène, puis. Mais c'est aussi une autre affaire que j'ai faite. C'est quoi, des fois, je trouve qu'il n'y a pas. Hey, je suis qui pour dire ça, mais je trouvais, mettons, je me disais, c'est pas un gag malade qu'ils viennent de faire, mais il joue tellement, puis il a les pieds dans le béton, il lève un sourcil, il regarde le monde, il a son rire, il continue. À la limite, complaisant, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment tight pour ça. Écoute, mais... c'est ça. Il y a une confiance qui ramène, qui donne une coche de plus drôle à tout. Moi, je trouvais que depuis plusieurs années, Chris D'Elia, c'est un gars qui était foncièrement drôle, on s'entend. C'est pas. Le monde le compare un peu à Dane Cook des fois, puis moi, je suis comme. Puis en passant, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Dane Cook, là, c'est pas... Mais tout le monde le comparait à Dane Cook, j'étais comme. Il est plus drôle que Dane Cook, quand même. Il y a quand même. Mais dans l'énergie... Moi, j'écoute son podcast un peu aussi, qui s'appelle Congratulations, puis il réussit à me faire rire. Il réussissait, même si c'était pas mon préféré, à me faire rire. C'est un gars qui a un sens comique assez développé, mais je trouvais que souvent, il passait un peu... il prenait la voie facile. Des fois, je trouvais qu'il y avait une couple de bits. Si tu regardes les derniers shows, il y a des bits qui sont très bons, qui sont très bien écrits, puis d'autres, tu fais comme Colin. Ça, c'est ta V1. Tu as fait ça en rodage à un moment donné, ça rit, puis tu as arrêté de penser, puis ça s'est retrouvé dans ton show. Fait que moi, j'ai commencé le show en me disant, avec des attentes. Je me dis, ce gars-là, je le sais qu'il est très populaire, je sais que le monde l'aime beaucoup. Moi, c'est pas mon préféré. Puis il m'a eu. Colin, j'ai trouvé ça. Ah ouais? Ouais. Honnêtement. Hey, Gouache, tout le long, j'ai pensé à toi, l'écoutant, parce que je me suis dit, on va avoir la discussion, puis j'ai fait, Gouache va l'avoir détesté. Colin, j'ai aimé ça. Ah, ben, c'est le fun, ça. J'ai trouvé, puis peut-être parce que c'est tellement... Tout ça, ça dépend tellement des attentes, puis du moment où tu l'écoutes, puis avec qui. Puis on reviendra tantôt à ce que tu as dit, Guillaume, de l'écouter avec ta blonde, parce que moi, j'ai écouté des shows que j'adore avec ma blonde dans la dernière semaine. Puis des fois, après 20 minutes, j'étais comme, on peut l'arrêter aussi, hein, parce que je me sens mal pour elle. Puis de l'écouter avec quelqu'un, des fois, je me disais comme, ouais, c'est vrai que c'est si bon que ça, hein? Mais ça pour dire que moi, je l'écoutais avec des attentes en me disant, bon, quand est-ce que je vais... Parce que Chris D'Elia, j'ai toujours trouvé que son début est fort. Je trouve que tu commences toujours fort, que c'est actif. Puis, à un moment donné, je décroche. Il y a une coupe de... Tu sais, moi, justement, le bit, on parlait tantôt quand il parle des équipes de football, là, si c'était des vrais aigles contre des vrais ours, je le regarderais. Moi, personnellement, quand tu me dis ça, je décroche. Parce que ça, c'est V1. Là. C'est comme... Puis tu n'amènes rien de plus. Tu fais juste imiter un aigle puis imiter un ours. Moi, de ça, je fais comme OK, là, OK, tu viens de me perdre. Tu peux me rattraper, mais ça, tu viens de me perdre. Puis dans No Pain, dans le dernier, on y reviendra tantôt, le bit de je m'excuserai jamais pour ce que je dis sur scène. Aussi, j'ai trouvé ça, un, déjà vu, et deux, ben. C'est comme c'est la classe facile, on dirait. Il m'a fait rire fort 3 fois. Tout seul dans mon salon, rire fort. Dans ce bit-là? Rendu là, je fais comme j'ai aimé ça. En tout. Je peux pas. En tout. Moi, dans ce bit-là qui dit qu'il s'excusera pas, j'aime le bout qui part de ben oui, il y aura toujours des jokes racistes. Puis là, il fait mais si tu le dis pas, puis c'est là que moi, je l'admire au plus haut point. C'est Act Out. Il est tellement bon. Puis il fait comme sa face, puis. Il y a comme un corps un peu bizarre aussi, là. Ça, c'est peut-être l'ostéopathe, mais tu le vois qui est comme weird. Puis il y a beaucoup, moi, tu sais, je le suis sur Instagram, il y a beaucoup de vidéos de lui qui fait juste danser un peu fucked up. Il a parti genre des modes avant le TikTok que tout le monde reproduisait ses vidéos. Il chante avec Eminem venant d'une niaiserie. Tu sais que le gars, c'est une machine d'Internet, mais sur scène, à un moment donné, son bout assis sur le banc,
puis qu'il essaie de se reculer, je fais, ça va être quand même une joke de marde, tu sais. Ouais. Mais tout le mouvement du corps, je capotais. Puis à un moment donné, Moi, ce quand il dit... bout-là, j'ai Ouais. pleuré de rire. C'est ça! Pourquoi c'est si drôle? Je sais pas. Parce qu'on sait le gag. À partir de ce parce que- moment-là, tu sais où il s'en va. Ouais. Tu le sais que c'est une joke de merde. Ouais. Mais Bon. il est tellement talentueux physiquement Ouais. que l'image est parfaite. Puis il m'a eu... Il est allé... En sachant... Je savais où il s'en allait. Puis il m'a quand même eu. Moi, ça, c'est respect. Mais il Ça, retardait c'est toujours le gag. C'est la grosse force d'un humoriste avec un charisme comme ça. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, overall, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, mais mettons, overall, j'ai pas trippé. J'ai pas capoté parce que je pense que je l'analysais, tu sais. J'étais en mode analyse. Si je suis dans la salle, je pense que je passe une magnifique soirée. Mais avec le recul de la TV, avec tout ça, j'ai le feeling que j'analysais peut-être trop. Mais man, le dauphin, puis le drive-by, là, ce que vous parliez de quand on sait qu'il s'en va faire une joke de marde, mais puis tout le bit sur le dauphin, man, où est-ce que, je sais pas moi, là, l'enquête, suicide, là, le dauphin le qui s'est suicide. suicidé, puis l'enquête, là, Avec l'enquêteur, l'étoile de Starfish, mer. Mais c'est son corps. Quand C'est il encore son ramasse- corps. quand il ramasse la Avec note de suicide Ah, avec son avec son pied. pied, mais j'ai crié de rire, puis tu sais, c'est ça. J'ai juste trouvé que un humoriste qui me fait crier de rire comme ça à TV, c'est wow. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a plein de V1, puis le fait qu'il rit, Oui, je suis 100% d'accord avec toi. il tient donc bien à rire. Mais comme moi, un humoriste qui rit, Mais j'aime ça, ça. Là. c'est une béquille. Selon vous, est-ce que c'est une béquille, le Ah, fait? c'est sûr, sûr, sûr. Moi, je Une pense béquille dans le que sens que- qu'il fait, il sait que ça sera pas drôle si lui, il rit pas. C'est Ouais. ça. Fait qu'il rit. Il aurait pu trouver un enchaînement plus... c'est de la nervosité, je pense. Même si on dit qu'il est super Ah, c'est tête, un mais bon c'est point. encore une fois, c'est l'opinion de ma blonde quand je l'écoute avec. Parce que ma blonde, faut aussi dire que dans le confinement, elle a découvert Eliza Schlesinger, ou je sais pas comment dire son... Mais en tout cas, elle a découvert, puis elle a écouté ses 4 shows back-à-back, plus son sketch show. Fait qu'elle la trouve tellement tête, puis c'est l'humoriste qu'elle admire en ce moment, qu'elle était comme, pas de pause, ris pas de ton gag. Eliza, elle ferait pas ça, elle rirait pas à ce moment. Enchaîne, il va ça au plus court, puis à un moment donné, elle a un peu raison sur le fait qu'à un moment donné, il rit. C'est un peu ce qui m'a turné off, moi, de tout le monde me parlait, ah, Chappelle, faut que tu vois Chappelle, puis nanana. Hey, se taper le micro, se pencher, la petite course jusqu'en arrière du décor. Hey, dude, c'était pas si drôle que ça, honnêtement. D'accord. Quand il partait à rire lui-même aussi, j'étais comme non. Mais pour quand même le bout où je suis d'accord avec vous là-dessus, tous les mouvements de corps, moi, je me rappelle même pas c'est quoi la joke, c'est quand il fait back-up puis qu'il fait juste reculer d'une façon weird. J'ai ri, là, c'est ça. Fait que c'est tous ces mouvements de Mais corps. il faut faire attention parce qu'il y a juste des styles différents d'humour aussi, dans le sens, Chris D'Elia, tight, il serait bon, mais ce serait pas ce qu'il fait. Tu sais, dans le sens, lui, il y a tout le temps un feeling, dans tout ce que j'ai vu de lui, peu importe où est-ce qu'il est, que c'était au Oddball Fest devant 10 000 personnes, 15 000 personnes, il y a toujours le comedy club attitude. Là, il y a un petit peu c'est ça qu'il veut, puis ça paraît, de cogner le pied de micro après un bon gag. Là, il est sur une super belle scène, il va cogner son pied de micro parce qu'il se fait rire lui-même. Ça, c'est stagé, c'est dans son acte. T'sais. Sauf que je trouve quand même qu'il aurait pu. Je veux pas qu'il perde ça parce que c'est ce qui fait sa force. Mais il y a une couple de fois parce que hey, dans le Dauphin, à un moment donné, là, j'ai adoré ça puis je voulais rire. Là. Quand il a commencé, j'ai fait ah, je veux rire de ça. Mais il riait tellement à des weird moments dans les enchaînements que j'étais comme hey, tu vas juste me perdre si tu continues. Puis je suis là avec toi, là, je suis tout là, mais tu es en train de me perdre tellement que tu fais un de Dauphin. Tu veux juste, je sais ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut créer un rire avec le monde. Il veut échanger un rire. Il veut créer un délire en délirant lui-même. Mais man, juste trouve-toi, enlève ça, puis trouve-toi 4 liners de plus. Puis c'est là, je pense que. Puis peut-être que c'est pas dans la culture américaine, là, je veux pas m'avancer, mais prends le temps de l'analyser ton show. Regarde ce tape-là, rajoute 10 liners en tout dans le show, puis on vient de step-upper. Je trouve qu'il y a beaucoup de longs moments où tu fais ah, c'était une transition, ça, ou c'était juste comme. Il n'y avait rien, on dirait, il n'y avait pas. Je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait un peu c'est un très bon point, puis ça m'amène. C'est un sujet dont je voulais parler justement avec vous, parce que je trouvais que Chris D'Elia, c'est l'exemple parfait de ça. Pour l'humour, la théorie versus la pratique.
quand, mettons, moi, je réussis, souvent, ça m'arrive de regarder un humoriste et de dire, ça, OK, le wording ici, le rythme, la phrase est peut-être trop long, OK, le numéro est peut-être trop long, tout ça. Mais à partir du moment où ça te fait rire, à partir du moment, là, moi, le bit du dauphin, je le trouve trop long. Il y a des bouts que je trouve un peu faciles, mais ça m'a fait rire. Qu'est-ce qui est plus important quand. À un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut juste admettre qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un rire. Si tu me fais rire, à un moment donné, c'est. Non, mais c'est parce que je pense qu'il serait plus efficace. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, tu dis, c'est que c'est un special Netflix. Il faut que tu comprennes. Le gars a fait, OK, là, ça, c'est mon stock, mon heure. En plus, moi, quand j'ai parti, je check le timer, 55 minutes. Je me dis, OK, le gars t'a condensé ça. Ça va être tight, là, tu sais. C'est pas un 1h15 ou c'est 55 minutes. Puis là, ça part, puis je suis comme, OK, ça va venir tight, là, tu sais. Maintenant, ça va. Puis non, il est toujours un peu sloppy. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu rough parce que de travailler tellement fort. Ben, en tout cas, ici, là, pour nous, en tout cas, je sais que dans nous trois, on est des gars qui travaillent très fort en humour pour essayer de resserrer nos affaires. Puis, tu sais, j'ai vu ton show, Simon, tout est tight. C'est pas comme, celle-là, tu sais, c'est une V1.2, mais à soir, je me gâte à ma première. Non, non, c'est tapé, c'est live, il faut que ça soit fucking bon. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça long à démarrer. Au milieu, il m'a eu, là, ben raide, puis là, je riais, puis c'était bon. Mais tu sais, je voyais pas de fil conducteur, je voyais pas de suite logique, je comprenais pas le titre du show. Puis moi, j'aime ça, normalement, un bon callback, là. Tu sais, comme mettons, pas encore pour te lancer des fleurs, mais ton show, c'est un bon callback. La fin, dans le rappel, tu sais, faire comme, je vais pas le dire parce qu'il faut que le monde voit ton show, mais lui, c'est l'affaire avec le bébé, là, son callback, j'ai comme fait, ouais, ça, c'est... Mais tu vois, c'est un bon exemple. Pour en regarder beaucoup, c'est la mode en ce moment, là, de finir avec un callback. Un callback, j'aime ça, mais un callback un peu sloppy. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais. En fait, en même temps, il démontrait, moi, en tout cas, là, je le vois comme ça, là, je pense qu'il l'a justifié en se disant, ce callback-là marche, puis c'est un numéro que je parle. Tu sais, un callback, on a une fenêtre là, dans laquelle tu peux le faire, puis que tu penses, y a-tu assez marqué pour que je puisse le refaire là? Lui, il fait une demi-heure plus tôt, mettons, là, tu sais, c'est 30 minutes avant. Le callback, le gag a assez marqué les gens pour passer son premier vrai bit, en fait. Là. Avant, là, il y a tout le bébé, du niaisage. Le bébé, c'est son premier vrai bit. Il refait ce callback-là. Mais je trouve que ça va exactement dans ce que tu dis, Simon. Ça marche. Fait que là, est-ce que. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu dois arrêter d'être critique par rapport à la théorie quand tu ris? Puis je m'inclus là-dedans, je suis le premier à faire. Puis c'était mon problème numéro 1 avec Chris D'Elia, c'est que je trouvais qu'il était justement un peu. Je trouvais que c'était pas super tight, je trouvais que des fois il tournait les coins ronds, mais il me fait rire. Ouais. Quand est-ce que tu dois juste dire, regarde, c'est drôle. C'est peut-être pas bon, parce que moi, je pense qu'il y a une différence entre être drôle et être bon. Je pense qu'il y a une différence entre les deux. Mais quand est-ce que tu dois dire, regarde, tu me fais rire? Ce gag-là, c'est niaiseux, c'est cabotin, mais c'est drôle. C'est ça, c'est qu'il y a plein d'humoristes qui me font rire. Mais c'est que pour moi, aimer un humoriste, c'est plus que de rire. Moi, j'aime le feeling. Moi, Louis-José me faisait beaucoup ça. Louis-José, c'est pas l'humoriste qui m'a fait que ses chires m'ont fait pleurer de rire, mettons. Mais c'est un humoriste qui m'impressionne à chaque fois. Je l'ai vu roder au bordel un numéro, là, puis je ne sais même pas c'est qui, je pense que c'est sur sa maison, puis tout ça. Là, mais je capote. Là, tu remarques, mais en théorie, il est extraordinaire. En pratique, il est extraordinaire. Fait que même si c'est pas les plus gros éclats, Dom Pocket me fait pleurer de rire d'une autre façon. Mais je trouve que c'est le tout. En bout de ligne, comment tu as apprécié la patente? Fait que moi, je suis prêt à pardonner bien des petites affaires. Mais là, j'ai pas d'exemple clair, Simon, mais il me semble que dans ton dernier show, il y a un number que tu as commencé, puis je me suis fait, tu vois, c'est un sujet un peu plus commun. Puis les gags rentraient. Je fais, mais c'est ça la force, c'est que le show est tellement travaillé qu'un sujet que mon premier réflexe a été de faire, c'est commun. Il m'a punché. Puis quand il m'a relâché, j'ai fait, ben oui, ça avait sa place dans le show, même si mon premier réflexe a été de faire ça. Fait que je pense que si l'œuvre est bien
est bien ficelé, en bout de ligne, tu vas pardonner les facilités, tu sais, ou les petits shortcuts, mettons, soit d'écriture, soit de mise en... Pas de mise en scène, mais tu sais, des fois, c'est Delia qui cognait son micro plus avant sur sa jambe. C'est lui ou c'est... Non, c'est Chappelle le fait énormément, puis je dirais même de plus en plus, là, c'est rendu, quand tu regardes ces derniers, puis moi, je suis le premier à dire que moi, Dave Chappelle, c'est un génie, là. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans son dernier show, sur 100 minutes de show, il y a à peu près 22 minutes où il marche, il se promène, puis il court, puis il jogue, puis il se tape sur le micro. C'est celui-là qui est en dessous de prison? Ouais. Overalls. Oui. Pas overalls, il est en one suit. Oui, c'est ça. Ces marches, là, sont 3 marches, là, c'est la pire affaire qu'ils ont pu y mettre là. Ouais. Il fait juste monter les marches, faire un loup pour descendre, c'est fâchant. Mais il fait la même chose. Tu regardes Dave Chappelle quand il rodait. Mettons, quand il a commencé à revenir, il y a une couple d'années, là, puis il allait dans les comédie clubs. Moi, je savais, j'avais lu qu'il revenait tranquillement pas vite, fait que je cherchais des bits, un peu de voir qu'est-ce qu'il faisait. Même si tu y mets un mur direct en arrière, ça ne change rien. Là. Il va se coller dessus, il va taper dessus. Ça fait partie de son personnage. Mais là, je veux pas te couper, Mathieu, mais je trouve ça trop intéressant parce que là, je nous écoute parler. Là. Ouais. Je me demande, on est-tu rendu, est-ce qu'on est trop critique? Est-ce qu'on est capable encore, en tant qu'humoriste qui font ça depuis plusieurs années, c'est notre passion, c'est notre métier, on fait juste ça. Est-ce qu'on est encore capable de vraiment juste apprécier l'humour? Ben, je pense que c'est à cause qu'on se fait critiquer qu'on est rendu critique aussi, tu sais. Okay. Je pense à Chris D'Elia qui vient faire ce 55 minutes-là, puis là, t'as les journalistes de la presse. Puis moi, je pense qu'il se fait démolir, honnêtement. Tu sais, oui, il y a une aisance sur scène, mais il a opté pour la facilité avec ce qui sort en ce moment. Moi, je l'ai comparé beaucoup au travail que j'ai vu dans les derniers mois. J'ai vu ta première, j'ai vu celle de Breton, j'ai vu celle de Julien, j'ai vu, tu sais, des humoristes et amis du milieu que je fais travailler tellement fort, puis c'est tellement en tête. Fait que quand je l'ai écouté, puis en sachant qu'on venait jaser ici, puis critiquer, parce que c'est sûr que j'ai ri, mais encore là, tu sais, il y a différents degrés de « Ah, ben ça fait rire. Ouais, mais attends un peu, là, t'as un « hein » ou t'as un bon rire ou t'as un rire de ça se tape ses cuisses puis t'as une clap, tu sais. Mettons, moi, c'est son callback. Je pense que ça m'a insulté, en fait. Tu sais, oui, il y a une clap, mais quand t'es obligé de faire comme « Hey, merci, c'est tout pour moi, j'étais Chris D'Elia », tu peux pas finir ton show de même. T'es pas en train de roder un number à l'Abreuvoir à Montréal. Là. Tu finis ton show. C'est clair. Mais toi, t'es humoriste. Le commun du mortel ne voit pas ce callback. Il peut entendre le callback et ne pas rire ou ça ne vient pas le chercher. Mais pour être insulté... Non, je suis d'accord avec toi. Là. Ouais. Je suis d'accord avec toi que moi, en tant qu'humoriste, je regarde d'autres humoristes des fois en étant insulté d'à quel point ils ont juste pris la voie facile pour avoir un rire facile. Ouais. Mais en même temps, moi, je le fais aussi. Tu regardes mes shows, tu regardes les fois où je suis monté sur scène, il y a plein de fois où j'ai pris la voie facile. Puis moi, je suis un gars qui est assez physique sur scène. Puis ça arrive plein de fois là, où je fais des moves, où je fais des faces pour aller chercher un rire. Ouais, mais c'est pas ce qui close ton show. C'est pas ce qui close ton show. Moi, je pense pas que tu irais sur un easy way out sur la fin de ton spectacle. Puis où je pense que, tu sais, tu dis, est-ce qu'on est trop critique en tant que... Je pense que c'est parce que c'est notre profession qu'on est critique. Je prends, par exemple, tu mets un joueur de hockey qui regarde un match de hockey, il va faire « Ah, ben c'est un but. » Ouais, c'est sûr que c'est un but, mais tu sais, tu as un but de McDavid ou tu as un but de, je sais pas moi, Commissarek, il y a une assez différence, tu comprends? Là? C'est loin, lui. C'est le fun, l'image choisie. On salue même moi, je la salue Mike, d'ailleurs. Non, mais tu comprends? Non, mais je comprends à 100%. En fait, je voulais pas tant savoir si on est rendu... C'est clair qu'on est rendu critique. C'est sûr et certain, il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. C'est plus la question, est-ce qu'on est encore capable de vraiment apprécier juste le drôle de quelque chose? Moi, je peux dire que... Vas-y, Mathieu. Je pense que ça vient avec la dose. Je pense que, dans mon cas, ça vient avec l'amour que j'accorde en partant à la chose. J'ai écouté Adam Sandler et je me rappelle pas devant mon ordinateur, avoir trippé sur un show qui m'a fait autant de bien dans les dernières années, mettons. Il n'y en a pas beaucoup. Puis pourquoi? C'est parce que j'avais hâte
j'avais peur, premièrement. J'avais peur. Les 15 premières minutes, je pense que j'étais de même, genre juste faire OK, si, il est encore bon. Ah, il tient son micro comme du monde. On dirait que dans ma tête, il avait tout perdu. Il trébuche pas. Non, il tombe pas, tu sais. Mais après ça, j'ai fait comme je suis content, mais j'apprécie, je suis encore capable d'apprécier l'humour parce que c'est de loin l'affaire qui me fait le plus de bien. J'ai été voir des shows de musique, ça me fait du bien. Je vais voir du théâtre, j'aime vraiment beaucoup le théâtre, ça me fait du bien. Mais il y a quelque chose dans la connexion avec un être humain qui fait du stand-up. Fait que je suis un peu plus critique. Puis des fois, tu sais, de mauvaise foi, on est capable de ramasser un show. Hey, le meilleur show du monde, là, si tu te mets à être de mauvaise foi, tu es capable de sortir 26 points faibles. Mais si tu te mets dans un bon minding, moi, je profite encore de cet art vivant-là qui est le stand-up. Puis je suis capable de juste faire OK, là, aujourd'hui, tu profites puis d'enjoy le show. Surtout quand c'est des amis. Là, je dis, au Québec, on est tellement comme ça, tout le monde. Ben, pas dans ça qu'on est tous des amis, mais on est tous collés les uns sur les autres. Fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par respect, même si tu n'aimes pas ça, je pense que tu es capable de passer un bon moment parce que tu connais la personne. Mais je pense que je suis encore capable, moi, de juste apprécier un show. Un excellent point. Moi, personnellement, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Je pense que autant de faire ça de ma vie puis de faire le même métier, quand je vais voir quelqu'un, comme je vous dis, tourner les coins ronds ou y aller dans la facilité, ça va me faire de quoi plus que ça devrait. Ouais. Mais en même temps, quand je vois un humoriste ou quand j'entends une idée dont je suis jaloux, ça va m'empêcher de dormir. Tu comprends? Tellement je vais trouver ça bon. Fait que je pense que autant, oui, on devient critique, autant moi, je deviens encore plus admiré par quelque chose qui vient me surprendre. Je pense que donc, c'est un couteau à double tranchant. Ah, t'as raison. Mais t'as raison. Je pense que quelqu'un qui me fait une idée, tu vois, on parlait de Dave Chappelle tantôt dans son dernier show où quand il parle que ses enfants ont eu un exercice, il parle que son fils est arrivé puis il a dit qu'à l'école, ils ont eu un exercice, il y avait une fusillade. Fait qu'il parle de tout ça, puis à la fin, Chappelle, il dit, mais là, moi, je l'écoutais, puis j'étais comme, vous savez que le gars qui va faire la fusillade, il est dans le cours, il est dans le cours en ce moment. Tu es en train de donner tous nos trucs aux tireurs. Je me rappelle avoir fait pause. J'ai fait pause, puis j'ai fait ça, là, c'est la meilleure ligne qu'un être humain aurait pu trouver. Ça m'a tellement fait du bien de faire comme Colin, tu m'as eu. C'est simple. C'est simple. C'est tellement. À la limite, ça a l'air niaiseux comme idée, mais tu m'as tellement eu que j'ai fait OK, c'est ça la beauté de faire le même métier, c'est d'être émerveillé par l'idée de quelqu'un. Autant quand Chris D'Elia, il fait un move, puis tout le monde rit, puis moi je suis comme come on, guys. Il s'est juste donné un coup de bassin. Autant quand Chris D'Elia, dans son show, quand il parle justement de dire le bit des dauphins, justement, là, où il dit là j'ai googlé, est-ce que do dolphins fuck people? Puis là, il dit le gouvernement sait. Puis là, il fait je me rappelle pas les mots exacts, mais non, mais parce qu'il écoutait un truc aussi avant. Il écoutait un truc avant sur genre l'Iran ou en tout cas, je sais pas quoi, puis il dit puis il a arrêté, puis il est allé voir un autre. C'est qu'il y a une ligne à un moment donné où il dit il imite comme le gars du gouvernement qui le suit ou je sais pas quoi, là, puis il dit il a googlé est-ce que do dolphins fuck people, puis il a même pas cliqué sur le lien, il est allé dans Google Images. Ouais. Quand il a dit ça, là, il est allé dans Google Images directement. Moi, j'ai cassé. J'ai fait c'est la meilleure ligne que tu aurais. C'est la meilleure phrase que tu aurais pu dire après. Ouais. Parce que je me rends compte que moi, je fais ça non-stop. 90% de mes recherches Google, c'est Google Images. Puis, c'est visuel. Tu vois ça, là, autant il y a plein de bouts dans le show que j'ai fait comme correct. Autant cette ligne-là, moi, a fait le show. Moi, quand il a fait cette ligne-là, j'ai fait tu m'as eu. Tu m'aurais donné une semaine pour trouver cette phrase-là, je ne l'aurais peut-être pas trouvée. Puis toi, tu l'as trouvé. Respect. Fait que je pense que c'est ça. C'est un couteau à double tranchant. Puis c'est un peu la beauté de voir ça différemment, mais en même temps c'est ça. Mais moi, j'enlèverais voir peut-être que d'autres personnes ne voient pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis content. J'ai entendu des gens dire ça me fait chier, je ne peux plus profiter d'un. Je ne vais plus profiter
d'un show d'humour où les réalisateurs disaient j'ai de la misère à regarder un film. Mais moi, au contraire, puis peut-être parce que je me suis donné mission de toujours aimer, tu sais, je veux toujours aimer ce que je fais, mais on dirait que j'aime ça, moi, qu'on puisse faire ça. J'aime ça, là, moi, écouter un film avec toutes les copines que j'ai dans ma vie ou les personnes que j'écoute des films me trouvent fatigant parce que je peux mettre sur pause, reculer, faire check cette shot-là. Puis là, il y a un travelling. Ouais. La personne fait ben oui, la caméra a bougé. Moi, je suis comme ah non, mais Non. le cadran, il rentre dans le shot. Là, tu sais. Mais avec l'humour, je fais ça, moi, tout, je me pose, je ris, je me tape. Puis des fois, quand je suis avec quelqu'un, je redis la joke. Ouais. Tu sais, il a pris avec son pied, mais c'est son bras, genre. Puis là, comme, je l'avais vu. Ouais, ouais. OK. Mais tu sais, ça, on dirait c'est. que, genre, il y a quelque chose que. Mais ça, je comprends. Il y a des affaires, tu sais, ça le fait plus en humour. Moi aussi, je recule un bon gag ou je retiens le temps. Moi, il y a des. Moi, mettons, John Mulaney, je suis pas critique. Tout ce qu'il fait, je capote. Fait que je le regarde, je suis comme, est-ce qu'il est fort? Puis je recule. Puis il y a des gags que je sais. Il y a un gag sur Home Alone dans Comeback Kid ou New Kids in Town, je pense. Mais bref, Non, il y a des gags que je sais sont. Je sais Loin son de où, puis je les montre au monde. Je dis, attends, il faut que tu vois ce gag-là. Puis, puis cette semaine, j'ai fait écouter justement à ma blonde. Tu disais tantôt, des fois, écouter un truc avec ta blonde. T'es comme, moi, il y a un truc qui Salt and Pepper Diner, là, où il explique qu'il a mis 21 fois la toune What's Up Pussycat? What's New Pussycat? What's New Pussycat? Man, ce bit-là, je le trouve malade mental. Puis encore une fois, tu dis des fois, c'est juste une petite affaire qui dit, ben rendu à la 5e fois, on a mis un autre tune. Et man, je le trouve tellement bon. Tu vois, lui, je l'écoute, puis jamais je suis comme critique de il y a beaucoup. Parce que je sais à quoi m'attendre. Je sais qu'il est debout, drette, et il n'y a pas tant de act-out, rien. Il est là pour les gags, puis il y a des gags, mon gars, au quart de tour. Mais c'est Chris D'Elia, ça m'a, tu sais, excuse-moi, Pepper. Non, mais c'est plus difficile de critiquer un show aussi tight que Mulaney. Mulaney, c'est homogène, c'est réfléchi, c'est un métronome. Là. Tu sais, dans le sens, je veux dire, c'est tous les humoristes qui sont un petit peu plus serrés dans leur style, puis c'est pas une question de travail. C'est une question d'esthétique de show puis de style de comédie. Mais quand tu es dans une affaire tight de même, on voit plus les faiblesses, là, on s'entend. Mais une fois que tout est tighté et que tu es content avec, c'est dur de juste faire « Ah, telle affaire, c'était nul à chier, tu vas juste avoir moins aimé ça », mais il a sûrement fait une transition écœurante vers quelque chose que tu aimes plus. T'sais, on dirait que, je sais pas, il y a comme quelque chose dans un acte un petit peu plus travaillé, resserré, dans un style plus resserré aussi. C'est plus tough. Tu sais, Mulaney, il est dur à pas aimer. Je peux comprendre. Il bouge, il est clean, il est drette, mais il bouge quand même beaucoup. Il est quand même... Moi, il bouge beaucoup. Je sais pas si je le trouve pas vraiment physique, là, mais... Mais il marche, il est bien dosé. C'est bien dosé, l'utilisation de... Je l'avais vu. Tu sais que je l'ai vu à Montréal. Il est venu qui s'appelle maintenant le Métropolis. Ouais. Métropolis, hein. Je l'avais trouvé fucking bon. J'étais quand même loin. Non, il on est était pas loin. Hein. Mais j'étais comme. Tu sais, il m'a vraiment comme. Il a eu mon attention du début à la fin. Je trouvais ça simple, je trouvais ça épuré. Les gags étaient là. Mais c'est ça, mais c'est là ce que tu dis. Tu dis c'est dur de le critiquer parce qu'il est tête. Mais c'est ça. Moi, je le vois, le gars qui est rentré chez eux, qui a réécouté tous ses rodages, puis qui a fait ah, ça c'est moins bon, ça c'est bon, ça je le garde, ça je le mets là, ça si je transforme ça, je mets ce virgule-là. J'ai l'impression que Chris D'Elia, il rentre chez eux, mon gars, puis mais en même temps, dans son show, il dit qu'il consomme pas et qu'il fait rien. Fait il doit pas se péter à la face, mais il me dit il y a quelque chose, là, tu sais. Moi, j'ai quand même trouvé, par exemple, puis je comprends très bien votre point, puis c'est peut-être, je vais définitivement le re-regarder. Ouais. Puis ça, c'est un bon signe. Quand je veux re-regarder un show 2, 3, 4, 5 fois, c'est un bon signe. Puis celle-là, je vais le re-regarder. Les autres, Man on Fire, le dernier, ça m'arrive des fois de le regarder pour le plaisir. Puis il y a quelques bits que j'aime bien, mais celui-là, je vais le réécouter au complet, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est quand même un dérapage contrôlé. J'ai eu l'impression, moi, que oui, il y a des moments où tu as l'impression qu'il improvise. Je pense qu'il travaille plus son stock qu'on le pense. On pense? Je pense. Je pense que tout ça, ça fait beaucoup partie du personnage d'être un peu cabotin, un peu on regarde, on y va, il arrive ce qui arrive. Puis j'ai l'impression que c'est justement un des talents qu'il a,
de donner l'impression que lui, il est juste arrivé là 6 minutes avant le show, il a mis un T-shirt avec des trous, il a dit, garde, j'ai ça, on va y aller. J'ai l'impression que c'est plus travaillé qu'on pense. C'est l'impression que j'ai. Ben, en tout cas, c'est parce que je me dis, ben tant mieux, tu sais, mais si, mettons, si t'es comme moi et tu regardes, tu fais 55 minutes, ben moi là-dessus, je me dis, il doit être à, mettons, 43 têtes, puis il y a là-dessus un 12 minutes qui est comme un peu sloppy, que c'est soit qu'il pourrait s'enlever. Ben, moi, j'ai trouvé ça. Mais puis, je trouve, quand on parlait du Easy Way Out, un moment donné, j'ai fait, c'est comme s'il faisait que des jokes, tu sais, comme Verdun, tu sais, c'est la nouvelle joke, là, on a changé Hochelaga pour Verdun, puis il y a plein de monde qui martèle ça. À un moment donné, quand il parle de Boulder, Colorado, j'ai fait, hey, ça va, dis-moi pas que tu vas encore me mettre ce gag-là à la fin de ton bit ou tu vas. Ça a été cette joke-là pendant. Ça sonnait callback. C'est sûr qu'elle allait ramener un moment donné. Ben, c'était un peu ça, j'étais comme marre. C'est pour ça que moi, j'aime ça séparer la préparation de son acte. Je sais qu'il est au début, j'ai dit je trouvais qu'il manquait de préparation. Je pense pas que c'est je pense pas qu'il y avait de l'impro tant que ça. Je pense pas qu'il a chiré des bouts qu'il n'a pas fait le lendemain quand il était dans l'autre ville à côté. Je pense que tout ça se ressemblait. Je pense que son manque de préparation, c'est des fois là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce bit-là au lieu de. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est là que je trouve que. Je pense qu'il y a une couple de fois, définitivement, il y a une couple de fois où il a fait garde. Ça rit, là. On va passer à autre chose. Ouais. Mais en même temps, puis je vous invite à. Je sais pas si vous l'avez vu récemment, là, mais son dernier, pas lui, l'autre d'avant qui s'appelle Man on Fire. Vous le réécouterez. Puis j'invite les gens qui écoutent à le réécouter puis de voir. Moi, je trouve que, surtout dans ce show-là, c'est beaucoup plus tight. Quand tu écoutes le texte, c'est vraiment, tu sens, il n'y a pas beaucoup de moments où il rit, ou il fait des niaiseries, ou il te donne l'impression qu'il pense on the spot. Là. Puis je trouve ça moins efficace que dans celle-là, que dans No Pain. Je trouve que dans No Pain, il a trouvé le bon équilibre entre la préparation et on y va comme. Allons-y comme ça arrive. Je pense que c'est un dérapage contrôlé. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Je pense que moi, Colin, j'ai trouvé qu'il y avait le bon équilibre entre le cabotinage et la préparation. Tandis que dans Man on Fire, c'est trop préparé. Puis je trouve ça trop agressif. Je trouve ça trop. J'ai pensé à mes affaires, j'ai raison, si, ça. Le dernier, je l'ai trouvé beaucoup plus mature. Je l'ai trouvé plus mature, je l'ai trouvé plus. Je trouve qu'il y avait une belle. Le mot m'échappe, là. Mais il était plus humble. J'ai trouvé beaucoup plus humble dans ce show-là que dans les derniers. Je trouve que moi, ça m'a fait du bien d'avoir un Chris D'Elia plus humble. Moins, j'ai raison. Tous ceux qui pensent comme moi ont raison. Ceux qui ne pensent pas comme moi n'ont pas raison. Vous êtes toutes des caves. Fuck you. Il dit fuck you à peu près 45 fois dans ses shows. Moi, ça me tape un peu ses nerfs. Dans celui-là, je trouve qu'il le faisait un peu moins. Mais il le fait quand même. Oui. Il a fait un fuck you bien senti. Je me rappelle même pas à quoi, mais tu sais, c'est genre un gars qui porte des shorts. Tu sais, genre, puis j'ai fait j'ai pas tant d'accord avec ton référent. Ouais, non, c'est ça. Mais, ça, pour moi, c'est easy way out. Pour moi, ça, de dire, hey, le monde qui font telle affaire, fuck you, je fais. Ouais. Okay, mais tu disais pas de cabotinage ou que c'était contrôlé. Puis ça, je sais pas si c'est. Mais est-ce qu'en l'écoutant, vous pensez qu'il y a eu comme. Moi, j'ai l'impression. Il y a comme des bons jump cuts des fois. Tu sais, je sais que c'est un changement de plan de caméra, mais des fois, tu fais. Hey, là, il y a un rire de coupé dans le milieu. Ouais. Soit qu'il y a eu comme il a perdu sur une chire, puis on fait ça, on le garde pas. Mais moi aussi, ça, c'est quelque chose que sur une captation, du moins, j'aime ça faire comme ça s'est passé d'un bout à l'autre. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Excellent point. J'ai remarqué la même chose. Principalement au début, je trouve. D'après moi, au début, il s'est permis riffer, là, de plus riff un peu, genre d'y aller un peu, de feeler le crowd, de faire un peu d'impro. Je le sens au début, il y a des cuts qui sont rough. Là. Donc, ça coupe d'un plan à l'autre, puis son micro n'est même pas en même place. Puis tu fais, boy, là, il a dérapé, puis ils sont revenus. Puis c'est peut-être justement, comme tu dis, le danger d'y aller un peu en impro, c'est qu'après ça, quand tu essaies de faire de quoi de ramasser, ça coupe. T'sais, moi, pour avoir fait des fois, justement, d'avoir filmé des bouts de mon show, puis après ça, en me disant comment ça, on va mettre ça avec ça, on va mettre ça avec ça, on va mettre ça avec ça, tu le sens quand il y a une coupe. Là. Des fois, là, quand tu fais comme.
Et Seigneur, ouais, ça paraît là, que là, j'ai dit une phrase qui n'avait pas rapport, on l'a coupé, puis ça fait plus de sens. T'sais. Mais les specials, là, on m'a dit que. Ben, on m'a dit. J'avais vu quelqu'un qui avait marqué, je me rappelle plus, c'est Special Lucky qui avait beaucoup de coupeurs dedans. Quelqu'un avait fait un post là-dessus. Puis quelqu'un expliquait en dessous que toutes les specials, ils ont tous du montage. Puis il y a tout 1 à 2 bits qui partent du show tout le temps. Puis c'est juste que lui, je pense, on s'en rend compte parce que ça doit être plus dur à couper une énergie de même. Tu sais, à un moment donné, si il est tout le temps comme ça, il rentre, il fait ah, je sais pas, dans ma tête. Au début, moi aussi, je l'ai senti. J'ai surtout senti qu'il manquait de fil conducteur au début. Moi, j'ai eu de la misère. Si c'était pas pour le show qu'on fait là, j'aurais probablement pas écouté jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est à partir de la moitié que moi, je l'ai plus aimé. Mais j'ai trouvé qu'au début, d'après moi, s'ils ont enlevé du stock, ils ont enlevé là. Parce que c'est peut-être une affaire de montage aussi, parce que tu le coupes, tu mets une shot de public, ça revient à lui. J'avoue que lui, c'est des jump cuts tout le temps sur lui, tu sais. Il n'y a pas... le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'ils ont... Je pense qu'ils n'ont pas filmé le public, si je me rappelle. C'est vraiment lui tout le long. Dans les specials américains, c'est... Moi, je me rappelle pas... Je me rappelle pas d'un special où c'est évident qu'ils font des cuts avec le public. Ça, c'est très... Ça, c'est juste pour rire qui nous a beaucoup habitués à ça là, quand on était jeunes, quand on regardait ça. Là. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est extrêmement rare qu'ils vont filmer le public. Son jump cut, il est sur lui. C'est pour ça qu'on... c'est ça. C'est pour ça que des fois, tu sens comme un petit... Mais c'est intéressant. Mais j'aimerais ça qu'on parle aussi. Il y a un bit parlant d'humilité et de maturité. T'en as fait référence tantôt, Guillaume, le bit où il dit que lui, il a eu une belle enfance, qu'il a eu une vie facile. Ouais. Et que ça fait en sorte que c'est plus difficile à être drôle. Et j'aimerais ça qu'on parle de ça parce que moi, personnellement, ça, c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé dans son show. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Peut-être que ça m'a rejoint parce que je me compare complètement à lui. J'ai eu des parents extraordinaires. Mes parents sont encore ensemble. J'ai rien manqué dans ma jeunesse. J'ai jamais eu j'ai jamais eu de drame. J'ai jamais eu... Puis ça m'a beaucoup rejoint. Puis à quel point... Puis ça m'a fait penser justement à quel point le malheur, entre guillemets, ou les obstacles sont importants pour un humoriste. Ouais, à quel point le malheur devient une source d'inspiration comique. Puis je voudrais vous entendre là-dessus. Mais attends, mais moi j'aimerais, avant que tu dis ça, tu disais ça me rejoint, mais est-ce que tu dis je suis d'accord que le malheur est une... On a besoin de ça ou c'est... Je suis pas sûr. OK. Moi non plus, je pense pas. Je pense... Mais en même temps, tu sais, je me rappelle... Mais tu sais, malheur, c'est un grand mot, là. Je pense que malheur, c'est un grand mot, mais je pense que quelqu'un de vraiment trop heureux, de trop bien, qui voit tout positivement, ne peut pas être aussi drôle que quelqu'un qui a, disons, des bébites. Peut-être. Mais moi aussi, ça m'a rejoint beaucoup parce que moi aussi, mes deux parents sont encore ensemble puis que j'ai rien manqué puis qu'il n'y a pas eu de gros drame non plus. Puis j'étais comme, ah ça, man, ça, tu vois, quand tu dis, il a sorti une ligne ou que j'ai fait, asti, ça, je suis jaloux de moi pas avoir pensé à ça, faire, moi, tout allait bien, tout était spécial, tout... Mais tu vois, c'est aussi le ramener à moi, ben, dans le sens que où que ça fait différent, c'est je partirai pas sur le bit de mon frère sourd, mais c'est quelqu'un qui m'a dit c'est différent ta vie, Guillaume. T'as pas une vie normale, t'as un frère handicapé. Tu sais, j'ai fait ah ouais, mais moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Parce que je l'ai toujours eu dans ma famille, puis c'était comme ça ma vie. Mais j'ai trouvé ça vraiment hot qu'ils fassent comme puis qu'ils partent un bit là-dessus, faire comme non, moi, mes parents, je parlais, puis mon père me répondait, puis il haussait pas le ton. Puis moi, c'est quand il est parti sur le bit de la drogue, en fait. J'ai trouvé ça vraiment nice, son approche de faire. J'en ai jamais pris parce qu'ils m'ont jamais empêché. Puis j'ai fait comme ah, ça, je trouve ça bon. Je trouve ça vraiment bon. Ça, tu vois, c'est le bit que j'ai fait. Puis c'est le bit que je rattache au titre du show, moi, en fait. Comme mes parents, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de problème, je suis capable d'être drôle. Mais il y a quelque chose qui me ferait là-dedans. Moi, un humoriste qui raconte des affaires qu'il a faites, souvent, ça me tape ses nerfs là, au début. L'affaire du bébé, il nous raconte, il est content d'avoir fait ça à un bébé. J'étais comme, c'est vide, ça me dit rien, c'est ta personnalité. On dirait que tu essaies de me rentrer quelque chose de crowbar. J'étais comme, bof. Quand il a commencé cette bit-là, j'ai pas de douleur. Mais en fait, moi, ce que j'ai reçu, là, puis je veux pas être trop analytique, là, mais moi, j'ai reçu que c'était ça, sa douleur, puis ça lui a fait créer un number. Absolument. Lui, ce qui l'a fait chier, c'est qu'il n'en a pas, il n'a pas
easy way de faire un bit sur son père violent. Ça le fait chier parce qu'il faut qu'il creuse ailleurs, puis il aurait aimé ça peut-être. Moi, c'est le même que je l'ai reçu, en tout cas. Fait que, en gros, j'étais comme, ben, t'es en Comme train si de c'était donner négatif. raison. Ah, c'est 100% négatif pour lui. Parce Ah, que, je pense pas. Moi, je l'ai pas vu de même, mais. attends, mais Peut-être négatif que. pour lui, pas négatif Ouais. dans le. Oh, tout, non, ça non, 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 devrait mais non, bon, je suis d'accord. Mais moi, j'ai. peut-être, tu sais, des fois, il y a des choses. Puis tu as effleuré ça tantôt, Guillaume, en disant des fois les choses qui font en sorte que tu es une personne intéressante ou drôle ou qui est capable de voir la vie différemment, c'est des choses qui sont inconscientes, que même nous, on Ouais. ne s'en rend pas compte. Je pense que peut-être le fait que, mettons, prenons Chris D'Elia comme exemple, le fait que ses parents ont toujours été là, qu'ils ont toujours donné tout ce qu'ils voulaient, qu'ils ne l'ont jamais empêché de rien faire, ça fait peut-être en sorte qu'il a un besoin d'attention démesuré, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, il fait de l'humour, il est prêt à tout pour faire un rire, pour avoir un rire. Donc, en bout de ligne, quelque chose de positif, le fait qu'il n'y a rien manqué, qu'il y a eu de la présence de ses parents, fait peut-être en sorte justement que ça a créé chez lui quelque chose de, entre guillemets, mauvais. C'est un gros besoin d'attention, un gros besoin d'être le centre d'attention. C'est pas mauvais nécessairement, mais je pense que c'est. Si j'avais à résumer l'humour de Chris D'Elia en quelques mots, je te dirais centre d'attention. Ben C'est oui. un gars qui a ouais. besoin clairement d'être comme le centre d'attention. Puis quand tu l'écoutes, quand tu écoutes son podcast ou que tu regardes des entrevues, c'est pas négatif. C'est pas du tout négatif. Ça fait pas de lui une mauvaise personne. Ça fait de lui quelqu'un de très drôle et qui est prêt à tout pour avoir un rire. C'est ça qui fait en sorte que moi, ça me fait rire. Mais je pense que tout ça a créé quelqu'un qui a besoin d'être le centre d'attention. Puis ça doit, dans sa vie, de temps en temps, lui rendre grand service. Puis des fois, oups, là, c'est plus difficile. Fait que je pense. Il n'y a personne qui est parfait. Là. Je pense qu'on a tous un côté un peu. On a toutes nos bébites. Puis ça m'a fait me demander à quel point ces bébites-là sont importantes pour être drôles. Est-ce que tu peux avoir des bonnes jokes de couple si tu n'as pas été dans un couple de merde? Bien, c'est que la réponse à ça, c'est passe-les dans ton. Attends, si je le passe dans mon filtre à moi, je reçois ta question. Ma réponse, c'est non. Mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe, puis il y a des humoristes qui le font super bien. Il y en a là, qui disent tout le temps « pas besoin d'être malheureux, j'ai été heureux toute ma vie. » Puis c'est quelque chose que j'entends souvent. Mais moi, mettons, ma création, ma créativité passe tout par ce qui me fait mal. Si je t'en parle sur scène, c'est que ça m'a fait mal d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'en bout de ligne, après que je vais avoir travaillé le numéro, dans le meilleur des mondes, tu ne ressentiras pas que ça m'a fait mal. T'sais. Je vais avoir trouvé ma façon, que ce soit encore exutoire, mais que je ne mette personne mal à l'aise. T'sais. Mais pour moi, si je t'en parle sur scène, ça a été une blessure, ça a été une douleur, ça a été quelque chose qui m'a dérangé. Parce que sinon, c'est que je le fais, j'en ai écrit plein de bits de. Je ne sais pas si tu te rappelles, Gouache, c'est toi qui m'avait dit fais-le ce bit-là, le bit du vendeur de char. Oui. Je l'avais improvisé la veille à l'Abrebois, puis je faisais ta première partie le lendemain, tu m'as dit tu le fais, fais-le à soir. Fais-le parce que là, il est vivant, puis tu vas y trouver une raison de vivre. Puis je l'ai fait, puis j'ai jamais trouvé une raison de vivre, puis il est disparu de mon catalogue, puis je l'ai refait finalement en captation parce que j'avais pas de douleur par rapport à ce number-là, j'avais rien, tu sais. J'avais du jugement, puis c'était un peu une anecdote. Fait en bout de ligne, pour moi, ça a disparu. Fait que quand que je réfléchis à mon modus operandi de création, mettons, faut que ça m'ait fait mal. Puis c'est pour ça que ma créativité, mon écriture, mon processus d'écriture est quand même assez long parce que faut que je l'accepte. Tu sais, quand mon père est mort, j'ai essayé d'écrire des bits là-dessus là, d'un jour qui ont suivi. C'était un peu cave, là, tu sais, de faire comme si... Non, c'est pas cave. C'est que... une histoire sans que ça soit drôle. Là, mais... Oui, mais la vraie affaire, c'est que je m'imaginais tellement raconter cette anecdote-là, tout le monde en parle. Mon père est mort à 18h. À 20h30, ce numéro-là est né. J'ai jamais rien changé après. Tu sais, t'es comme... ma V1 et ma VF. Mon père était avec moi, on l'a écrit ensemble. Tu sais, dans la tête, on dirait qu'il y avait quelque chose de romantique dans ça. En bout de ligne, je pense que le numéro que je suis encore en train de travailler sur la mort, il a commencé à sortir 6 mois plus tard. Faut que tu donnes le recul, clairement. Il y a un deuil là aussi. Il y a aussi que des fois, tu sais,
moi, je pense que tout ce qui devient vraiment drôle sur scène ou devient bon sur scène part de quelque chose à l'intérieur de toi. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Des fois, ça prend le temps de le trouver. Des fois, moi, j'ai des numéros que j'écris puis que je fais comme Carly, il y a de quoi là-dedans, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai le goût d'en parler. Pas encore. Puis c'est pas encore drôle. Puis peut-être puis des fois, après 2 semaines, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 2 ans, je fais OK, c'est pour ça que je vais en parler. C'est ça qui est en dedans de moi. Tout ça, c'est de l'inconscient. C'est une espèce de. C'est comme quand tu fais toujours le même rêve. T'es comme, comment ça fait que je fais toujours ce même rêve-là? Puis à un moment donné, ça allume. Tu fais oui, c'est à cause de ça. Fait que ça, c'est la beauté. C'est la beauté de la chose. Mais tu dis, c'est parce que, tu sais, Pepper, tu dis ça part de quelque chose de triste ou un malheur, je sais pas quoi. Tu sais, moi, je vais prendre l'exemple de, tu sais, je n'avais même parlé avec toi, Simon, à l'Abreuvoir, je me rappelle, discussion de loge, tu sais, je viens de me séparer, 12 ans en couple, complètement détruit, pour faire, je suis capable de rien écrire, tu te dis, man, j'ai rien écrit pendant un an. Tu sais, c'est vie, là, oblige-toi à jouer, puis il y a quelque chose qui va venir, puis c'est la pression. Puis j'ai écrit un numéro sur la rupture, tu sais, puis quand je le jouais au début, là, man, j'avais tellement un trip dedans. Puis après un 6-7 mois où j'étais bien puis que je passais à d'autres choses puis que j'ai eu une nouvelle copine, ce numéro-là là, voulait plus rien dire. Je le jouais mal, j'avais pas de fun. Il est mort parce que je peux même, tu sais, j'ai même pas rentré dans mon show. Je suis comme, ça marche pas. J'ai gardé le bout où comment mon père a réagi à ma rupture parce que je peux le faire vivre tout le temps, ce moment-là. Mais moi, mon bout de la rupture, tu sais, fait que je trouve ça tough de dire, moi, je me. Ben, en même temps, ça peut être ta méthode, mais moi, partir sur un malheur, je pourrais. À un moment donné, je fais il veut plus rien dire, ce truc-là. Mais il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. Un, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est pour ça que le format de rouler un show pendant 3 ans et demi, là, qui existe de moins en moins, on s'entend, là, mais ce format-là nuit à la qualité des shows qu'on met sur la route parce qu'en bout de ligne, c'est un art vivant dans le sens, on est avec du monde, on est devant du monde, mais c'est un art vivant dans le sens, il y a un bout que tu peux jouer, puis il y a un bout qu'il faut que tu joues, puis ça, c'est le côté comédien ou performer dans la patente qui embarque. Mais c'est tellement personnel. Quand tu écris personnel, on est 3 gars qui écrivent des affaires personnelles, chacun à leur façon, mais c'est très sur nous. Ben, en bout de ligne, il faut que tu sois encore capable de le ressentir. Fait que ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus mal que d'avoir un number que je fais « Ah shit, c'est fini ». Parce que je le sais quand c'est fini. Là, tu fais calice. Là, tu trouves, là, tu as mon delivery. Ça fasse ce que je fais quand. Qu'est-ce qui se passe qui ne marche plus? Mais il est mort en dedans de toi. Puis là, trouve des béquilles pour le faire tenir encore ou abandonne-le. Mais l'autre affaire, puis non, c'est que moi, je me rappelle qu'on a déjà eu cette discussion-là sur quand ça fait mal, toi, tu sens pas que tu as besoin de passer par la douleur pour, entre autres, la raison que tu m'as nommée là. Mais moi, je me rappelle au jockey, le soir que tu as chiré sur la rupture. Et je suis venu te voir dans la loge après, puis je te l'ai dit. Ça venait d'arriver, là. Si tu me corriges, c'est le lendemain, quelque chose de même, là. C'est genre. Non, le soir même, je me suis séparé, je jouais, mais j'ai pas fait le numéro sur la rupture, là, mais j'animais au brouhaha, mais c'est la semaine d'après que. Au jockey. Ouais. En tout cas, moi, je me rappelle d'être venu te voir dans la loge, puis d'avoir fait. C'est le meilleur Guillaume Pinot que j'ai vu de mon hostie de vie. Et je te connaissais, puis on était amis, puis je te connaissais, puis je te suivais depuis longtemps dans le sens. C'est pas genre, c'est la 3e fois que je le vois. C'est que tu avais été vrai. Puis je l'ai revu aussi bon que ça. Là, depuis, dans le sens, je suis pas en train de dire, c'est la seule fois que tu m'as fait rire. Hein? Mais genre, j'étais comme hostie, puis c'était ça. Pour moi, c'est que t'étais wide open, puis t'étais fâché, puis ça apparaissait, puis tout le monde, si tu ne l'avais pas dit, tout le monde se disait « Oh, Christ, que c'est récent, ça, cette rupture-là. » Parce que ça apparaissait dans tout, tu sais. Je trouve que mais connaissant, c'est clair que je l'ai dit dans les 8 premières secondes. Ben, il était en couple 12 ans, je me suis séparé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, ça. Mais mais je suis d'accord avec des trucs qui... Je pense que j'ai essayé de tourner mon show comme ça parce que tu parlais de ça. J'ai été content que tu dises des fois c'est 2 heures, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Parce que moi, j'ai un bit qui est... Je l'ai écrit en 2014. Je l'avais écrit pour En route. C'était comme une V1 En route dans ce temps-là. Puis c'est un numéro quand j'étais ostéopathe. Puis c'est juste la palpation de l'utérus. Puis je me rappelle de le jouer. Puis tu sais, qu'ils me disent c'est pas original. Puis je dis voyons, si tu palpes un utérus, c'est vraiment. Personne n'a fait ça, personne n'a parlé de ça. Puis d'avoir gradué en 2017, d'avoir attendu. Puis je l'ai fait au gala l'an dernier à Juste pour rire. Puis c'est là que ça a marché parce que je travaille plus là-dedans. Puis je voyais la palpation utérine comme le public le voit. Plus que quand moi je l'annonçais, puis je disais non, c'est normal, c'est vous. Recul. Pas.
Fait que je suis content, je suis vraiment heureux de t'entendre dire. Ça arrive des fois qu'un numéro devient bon comme 2-3 ans plus tard parce que moi, ça a été mon cas avec celle-là. Puis je l'ai gardé dans Des mon fois, ça show prend parce un que. recul, des fois, ça prend un temps de réflexion. Puis, quelque chose de. Je pense que l'humour, il faut que ça soit très personnel, mais si c'est trop personnel, tu perds le monde. Il faut que Ouais. ça reste complètement de la communication. C'est sûr, Ouais. relatable. Tu sais, je parlais de maturité et tout ça. Puis moi, je Ouais. trouvais justement que ce numéro-là sur la douleur versus tu sais, la belle vie, d'avoir une belle vie, d'avoir une vie heureuse. Est-ce que ça t'empêche? Est-ce que c'est un obstacle à l'humour, tout ça? J'ai trouvé ça très mature quand même. Ouais. Ça m'a fait penser, Chris D'Elia, il y a 40 ans. Ouais, Okay. 39 qu'il dit dans son show. 30, ouais. Oui, 39, Ouais. 39-40. Ça fait peut-être, mettons, ça fait un 5 ans là, qu'il commence vraiment à faire sa place dans le milieu, puis ça commence à être quelqu'un de vraiment respecté. Ça m'a fait penser que aux États-Unis, en général, pour ceux qui suivent l'humour américain, les humoristes de 22, 23, 24 sont assez rares, qui sont connus. Puis je me demandais, ça m'a fait penser à quel point aux États-Unis particulièrement, puis c'est pas du tout la même réalité qu'ici au Québec ou le même milieu. Aux États-Unis, c'est long de faire sa place. C'est très, très long, à moins d'avoir une chance extraordinaire. Puis il y a beaucoup, la grosse majorité des humoristes deviennent très bons après 10, 11 ans d'expérience. Puis au Québec, ça arrive souvent qu'un humoriste va devenir populaire très jeune. Ouais. Puis j'ai un débat à l'intérieur de moi par rapport à ça, en disant est-ce qu'un humoriste peut se faire découvrir trop tôt, selon vous? Ben oui, man. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Rachid Badouri, mettons, là, puis Rachid, il va remercier, il peut remercier tout le monde pour son histoire, mais ça reste qu'il y a des lacunes liées à l'explosion, puis au fait qu'il avait pas, il savait même pas comment écrire des jokes quand il a commencé à faire de l'humour. C'est trop tôt, il s'est fait découvrir trop tôt. Le stand-up, puis comme tous les arts, je pense, c'est un art qui doit maturer. Puis, Ouais. Mais, imagine, faut que ça fermente, tu sais. Faut que tu aies été planté, il faut que tu aies essayé des affaires. En même temps, la scène est tellement petite au Québec que tu fais ces affaires-là devant un public puis tu peux devenir connu rapidement. Mais je pense qu'il y a différents publics. Il y a différents publics aussi, tu sais. Tu prends quelqu'un découvert jeune, il va peut-être reacher dans le, je sais pas moi, le 16-22, puis quelqu'un de découvert plus vieux va aller reacher dans le 30-50. Je sais pas, je dis ça. Mais c'est parce pas que long moi... au Québec là, que tu passes d'un à l'autre. En ce moment, là, la star du web qui parle aux jeunes, puis que rapidement, ça cogne aux portes, c'est le show le plus commun de l'histoire qui veut l'avoir aussi. Tu sais, je veux dire, Salut Bonjour, mettons, on comprend que c'est le show le plus Monsieur, Madame, tout le monde, je pense, qu'on a au Québec, mettons. Ben, Salut Bonjour va aller piger dans les jeunes qui pourtant parlent pas à ce public-là, mais en même temps, c'est tellement petit, c'est tellement... On est tellement peu que je pense que ça se fait rapidement. Fait qu'il y a ce genre de mix-là qui permet que quelque chose de pas mature soit rendu à son deuxième one-man show. Là, ouais, mais je pense que c'est possible de découvrir trop tôt. Ben, à part que tu parles de Rachid, on dirait que je peux pas faire comme j'identifie un nom en ce moment que ouais, c'est trop tôt. Parce que j'ai l'impression que les jeunes qui pognent en ce moment, c'est des vrais travaillants. Mais moi, ça a été depuis toujours et encore à ce jour, une source d'angoisse incroyable là, de faire si je vais-tu popper un jour? Puis ça, encore une fois, c'est encore tout. Simon, je me rappelle qu'on est dans le sous-sol au bistrot Sainte-Catherine, puis je fais man, je vais avoir 30 ans. Puis t'as fait ouais, puis je fais là, si ça fait 3 ans que je fais de l'humour. Ben, tes plus belles années sont à venir. Je me rappelle, moi, je m'étais dit à 30 ans, si ça n'a pas marché, j'arrête. Puis j'étais rendu à 36. Puis tu vois, je suis gêné de dire mon âge. Je suis gêné parce que je fais comme ah mon Dieu, je suis quand même un peu vieux pour pas être connu, tu sais. Puis après ça, de temps en temps, je fais ah, mais Bellefeuille, tu sais, il est arrivé tard, ça m'a. Ou André Sauvé. On dirait que je me rattache à ces deux gars-là. Mais puis là, des fois, je fais mais moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'université aussi. Tu sais, je me justifie beaucoup là-dedans. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a quand même ça, là. Tu sais, Pinot, c'est drôle que tu le nommes. Tu aurais été l'exemple que j'aurais nommé en premier de cette crainte-là qui t'habite, qui, moi, on a eu de l'addiction plein de fois, ça me fâche parce que je suis comme,
tu as commencé plus tard parce que tu as eu un parcours différent. En bout de ligne, c'est les années. Ça fait combien d'années que tu montes sur scène, puis ça fait combien d'années que tu peaufines ta patente. Mais je suis obligé de te donner raison sur. On est obligé d'aller chercher des exemples parce qu'au Québec, on aime l'histoire Cendrillon. Au Québec, là, on aime ça. C'est un ou l'autre. Je t'ai vu, tu as été une explosion. Tu es Mariana Madza, qu'en un an, tu t'as popé, tu as explosé, ou tu es PA Méthode, que c'était ça qui l'ont brandé, de genre, hey, je sais pas à quel âge quand ça a explosé, je pense qu'il était déjà dans la quarantaine. Puis ça fait 15 ans qu'il fait ça, personne ne le connaît, c'est là qu'il explose. Puis je me rappelle que c'était ça qui était marketé au bout. Puis j'étais comme, il peut savoir un juste milieu, mettons. Il peut savoir le gars de 35 qui a vraiment un début, qui a eu un super bon début, qui a fait plein de gigs télé, plein d'affaires, mais il était moins connu. Puis là, il arrive avec son premier show, puis ça explose. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Là. Je pense, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, en fait, je suis d'accord avec vous deux. Moi, je trouve que la jeune génération se fait connaître beaucoup plus rapidement, mais en même temps, les médiums ont explosé par rapport à quand moi j'ai commencé. Ça n'a pas rapport. Moi, quand j'ai commencé, tu avais un gars le soir. Là, si tu faisais deux chroniques par saison, un gars le soir, tu étais chanceux. Le web existait, mais pas vraiment. Il n'y avait pas tant de plateformes. Toutes les shows d'humour qu'aujourd'hui on a à la télé, ça n'existait pas. Moi, j'ai vécu le premier En route en 2008. Avant ça, ça n'existait pas. Tu avais les mercredis je pourrais qui passaient une fois par semaine. T'sais. Fait que c'est tout à fait normal. En même temps, je trouve que la nouvelle génération est extrêmement travaillante. Puis moi, ça me confronte moi-même en me faisant comme sacrifice que le monde sont travaillant, mais que je ne l'étais pas à ce moment-là. Mais là où je suis d'accord avec toi aussi, Mathieu, c'est que je trouve que l'expérience commence à être de plus en plus respectée. Ouais. Puis je pense que ça va bénéficier tout le monde, autant le public que les humoristes. Puis je pense que, puis j'ai posé la question sans nécessairement avoir de réponse moi-même par rapport à cette question-là. Puis je vous écoute parler, puis je suis comme, je pense que ça a déjà été le cas. Puis je pense que maintenant, avec l'intelligence que les jeunes ont, puis la drive, je pense que aujourd'hui, je pense pas que tu peux te faire découvrir trop tôt. Mais en contrepartie, je pense plus que tu peux te faire découvrir trop tard. Je pense que maintenant, au Québec, comme je te dis, l'expérience est de plus en plus respectée. Puis en même temps, tout est une nouveauté. T'sais, moi, je me rappelle quand le numéro du CrossFit est sorti puis que le monde sont venus, sont mis à se déplacer un peu plus pour me voir en show. Il y en a plein là, qui disaient comme « Damn, man, tu sors d'où? Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? » Je faisais ça va faire 13 ans cette année. Puis il était comme « Ben voyons donc. » Le 13 ans, là, toute l'espèce de culpabilité que tu parlais tantôt, Guillaume, là, j'ai tel âge, ça fait tant de temps que je fais ça, lui a tel âge, elle a tel âge, elle. Ça, il y a juste toi qui sais ça. Tu comprends? Ouais. Il n'y a que toi qui le sais. Ben, le monde, mettons, les le jour rodages où il découvre, aussi. ça fait un jour que tu fais de l'humour. Ouais. Que ça fasse 12 ans, Puis moi, je l'ai vécu, ça, puis ça m'a réconcilié beaucoup avec ce sentiment-là parce que je sais très bien de quoi tu parles. Là. Colin, moi, je me rappelle, j'ouvrais pour Louis-José, j'avais 32, j'avais fait des galas je pourrais, j'avais fait des hits, puis je me disais comme, Colin, comment ça se fait quand je vais à l'épicerie, personne ne me reconnaît? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux rien faire de plus. Puis à un moment donné, tu fais, regarde, fais juste continuer à faire ce que tu aimes. Ouais. Si tu attends trop quelque chose, c'est vrai dans tout. Si tu cherches trop une blonde, ça se peut que tu en trouves une moyenne. C'est niaiseux, là, mais c'est ça pareil. C'est la base, pour vrai. Puis, je suis content de voir ça. Je pense que de plus en plus, comme je te dis, l'expérience est respectée. Puis je pense que de plus en plus, on va avoir ce qu'il faut, nous, notre génération, là, parce que je nous mets pas mal dans la même génération, je te dirais. Là. Qu'on va être capable justement de parler de ça à ceux qui vont nous suivre, de leur donner un peu cette sagesse-là que nous, on a découvert parce que nous, on a travaillé longtemps.
Puis il a fallu travailler longtemps. Puis je pense que ça vient avec une sagesse qu'on peut transmettre à la génération après nous ou à ceux qui vont venir plus tard, qui vont m'arriver à un moment donné en disant « Hey, j'ai 37, puis Colin, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Puis je trouve que c'est une belle... je trouve que c'est une belle sagesse, puis c'est une belle... Je suis d'accord avec toi de faire... Je pense pas... Parce que, tu sais, mais des fois, après des shows, il y a du monde qui vient de voir en faisant « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Puis je sais qu'il y a une portion de... Ouais, c'est pas parce que t'es drôle à la shop, en pause, parce que tu bounces avec le monde, que tu vas être drôle sur une scène à parler tout seul. Mais il y a d'autres fois où vraiment, il y a des vraies personnes, là, tu sais, que je vois... Ah non, c'est un vrai intérêt. Il me dit pas juste ça à la fin. Je suis comme... Mais il n'est pas trop tard. Je suis capable de le dire. J'ai de la misère à l'appliquer à faire. J'ai quand même un moment donné dans ma tête, ça revient, puis si j'ai hâte, ça pop, puis oh, je vais écrire une story drôle parce que là, ça fait trop longtemps que le monde n'a pas ri de quelque chose de moi, tu sais. J'ai toujours cette espèce d'arrière-pensée-là, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, que je pense pas qu'il est jamais trop tard, tu sais, ni pour commencer, ni pour en faire. Moi, je trouve ça beau, en fait, aller des fois juste m'asseoir au Bordel Comedy Club, au open mic, puis voir une madame ou un monsieur d'une quarantaine d'années faire « Hey, moi, là, je rêvais de ça. » Puis ils sont contents, puis des fois, ils sont bons, là. Des fois, tu sais, c'est leur première fois qu'ils font ça, puis tu fais « Chris, il y a un potentiel. Je le trouve bon. J'ai aimé sa ligne de pensée. Je sais pas. Je suis impressionné par ça. Ouais, exact. Je pense que c'est à deux volets, tu sais. Dans le sens, il y a un volet que c'est est-ce que le milieu est prêt à ce qu'un gars ou une fille de 45 ans pop puis devienne populaire. T'sais, on est-tu prêt à un late boom, mettons, là, genre de quelqu'un? Je pense que le milieu est prêt. Après ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans le regard du public aussi qui est un peu weird. T'sais, je me rappelle que à chaque fois que on voyait quelqu'un qui a l'air un peu plus vieux, qui n'est pas connu du tout du grand public, qui arrivait sur scène à Juste pour rire, quand j'étais jeune, je me rappelle que ce que j'entendais ou même ce que je pensais, c'était, tu sais, s'il n'est pas connu à 100%. À cet âge-là. Et c'est quelque chose que moi-même, je me disais. Oui, c'est ça, je te dis. Moi, je me disais ça. Les gens autour de moi, ils disaient ça. En bout de ligne, on faisait ça doit être qu'il n'est pas si bon. Puis ça teintait. Parce qu'au Québec, là, on a un peu, de moins en moins, mais on a encore un peu la mauvaise manie de devoir se faire dire ce qui est drôle puis pas drôle. On aime ça en hostie, se faire prendre par la main. Dire « Hey, je vous le jure, ça, c'est drôle. » Ah, OK, ça va être drôle. Puis là, après ça, il y a le jugement, puis les gens se font leur propre opinion, mais ils partent avec, tu sais, on dit beaucoup aux gens qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle. J'ai fini que cette personne arrivait puis elle partait avec un jugement. Fait moi, je trouve que c'est en deux volets. Le milieu est prêt. Maintenant, est-ce que le public est prêt? Je pense qu'il est plus prêt que jamais, dans le sens où on est là, ça s'en vient. Mais je ne sais pas si tu es à 100% prêt, mais je pense que c'est une question de temps parce qu'il y a tellement de belles cultures. Hey, le stand-up au Québec, c'est nouveau. Là. Tu comprends? C'est un nouvel. C'est jeune. C'est tout jeune. Fait que je pense que c'est normal puis que ça s'en vient. Puis que oui, éventuellement, quelqu'un de 47, de 55, de 60 qui sort un premier one-man show, moi, j'y crois. Puis je vais brailler. Comme moi, quand je vois à l'open mic que je vois un vieux bonhomme de 65 ans arriver avec des jokes un peu, c'est rendu un gag. Là, Mathieu Lacroix, quand il travaillait là, il me regardait, j'avais les yeux pleins d'eau. Je suis juste comme, c'est tellement beau. Il y a quelque chose que je trouve romantique là-dedans. Puis je trouve que notre 100%. Stand-up au Québec manque de romance. Ben, je le dis souvent, là, je trouve que ça manque de romance, puis tranquillement, ça s'en vient. Il y a des belles histoires comme ça. Le public va comprendre que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de vêtements, c'est pas une question de look, c'est pas une question de marketing. C'est une question de maturité, c'est une question de temps, d'expérience puis d'écriture. Fait que j'ai hâte que tout ça soit plus complet, mais j'ai le feeling qu'on est plus près que jamais, en fait. C'est beau, Pepper. C'est beau. C'est ça, je me suis senti que c'était peut-être trop. On dirait que je faisais des commentaires. Dans 5 ans, j'aurais pas dit cette phrase-là parce que je vais être plus mature. Fait que je vais avoir travaillé. Mais écoute, tu as tellement raison, c'était très bien dit. Puis moi, je trouve qu'il y a une belle, il y a vraiment une belle ouverture en ce moment du public en général. Puis des fois, c'est par des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais que moi, je remarque que je fais. Tu sais, exemple, quand je rencontre quelqu'un, mettons, moi, ça m'arrive souvent je suis avec, je sais pas, moi, je suis avec 5, 6 personnes. Il y en a 2 là-dedans qui me connaissent, puis 4 qui n'ont aucune idée de qui je suis. Puis l'attitude de ceux qui ne me connaissent pas, je la trouve très différente
de ceux qui ne me connaissaient pas il y a 6-7 ans, où avant, ils disaient « Ah, je te connais pas. » Avant, ils disaient « Tu vois, je te connais pas. » C'était mon problème s'ils ne me connaissaient pas. Puis aujourd'hui, je trouve que les gens sont plus ouverts en disant « Ah, je te connais pas. » Puis on dirait que c'est comme, ils prennent et disant « Regarde, c'est 50-50. Il y a peut-être toi qui ne m'as pas rejoint, mais il y a peut-être moi aussi qui ne s'est pas informé. » Puis ça, je trouve que c'est extrêmement bénéfique pour le milieu, pour les jeunes humoristes. Ben oui, mais c'est tellement... Ah ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, puis, quand tu disais tantôt, Mathieu, à quel point le public était mal à l'aise de voir un humoriste de 35 ans qui ne connaissait pas. Moi, je l'ai vécu, ça, quand j'ai commencé, il y a 10, 11, 12 ans. Quand tu faisais des shows dans des bars, parce que dans ce temps-là, c'était pas mal juste ça. Là, il n'y avait pas de comedy club comme aujourd'hui. Tu allais dans des bars. Quand un gars ou une fille de 40 quelques arrivait, tu le sentais là, que le public était comme « Oh, il y a moins de chance. Il y a moins de chance. Quelqu'un qui a raté sa vie. On va lui donner. Il fait pitié. Elle a raté sa vie à 42 puis elle a fait des shows d'humour. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le sentiment est complètement changé. À la limite contraire, en disant comme Colin, elle doit connaître quelque chose que je ne connais pas, cette fille-là. Mais c'est-tu parce qu'on a vieilli, nous, qu'on pense ça? Tu sais, parce que, mettons, je pense à quand moi j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, comme 2010-2011. Puis là, de voir, tu sais, il y a du monde de notre troupe à nous qui sont rendus à ça, 42, 43. Puis je les vois monter sur scène, mettons. Et moi, je trouve ça toujours plus dur d'aller au jockey. Puis c'est drôle, tantôt tu disais, tu sais, quand je rentre au jockey, moi je fais OK, là, il y a un gap de 13-14 ans avec le monde qui sont assis dans la salle. Moi, je me mets cette pression-là, mais je continue à livrer. Puis parce que ça fait 8 ans, 9 ans que je fais ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on est plus ouvert au monde de 42, 43 qui rentre? Tu sais, quelqu'un de 42 ans qui arrive, qu'on n'a jamais vu dans un bar où on est sur le même line-up, je ne sais pas si c'est pareil comme aller au Bordel Comedy Club et regarder faire un 5. Je ne sais pas si on aurait la même ouverture d'esprit. C'est pour ça que je me demande, c'est-tu parce que c'est notre monde puis on est habitué puis on évolue avec eux? Ouais, c'est sûr que personnellement, moi, je pense que les jeunes, mettons, prenons jeunes, moi, je parle comme 19, 20, 21, 22, là, début vingtaine, d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que moi, je l'étais à 19, 20, 21. Je regarde, mettons, c'est niaiseux, mais je regarde les adolescentes ou les adolescents alentour de moi, mes amis qui ont des enfants adolescents, qui disent à leur père ou à leur mère « Hey, je t'aime ». Moi, ça me frappe à chaque fois. Puis je suis comme « Hey, moi, tu sais, mes parents, je les aime plus que tout, mais à 18 ans, tu m'aurais pas payé 1000$ pour dire « Je t'aime » à ma mère. » J'avais honte. J'étais comme je suis comme Colin, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont tellement plus ouverts, tellement plus bien avec eux-mêmes que moi, je l'étais à leur âge. Des adolescentes, des adolescents qui font des vidéos, qui chantent des tunes avec leur père sur Facebook. Moi, je suis comme, hey man, moi, là, tu m'aurais pas. Moi, si mon père me faisait un lift quelque part, là, à 18, 19, 20 ans, là, j'étais comme, drop-moi à 2 coins de rue, je vais marcher le reste. Parce que je ne veux même pas que mes amis sachent que c'est toi qui es venu me dropper là, parce que j'ai honte d'être vu avec mon père. Puis aujourd'hui, ils sont tellement plus proches, sont tellement plus ouverts. Puis je pense que nous, en tant que d'humoristes plus vieux, on bénéficie beaucoup de ça. Moi, je suis retourné dans un bar. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un bar. Il y a quelques mois, au West Shefford, sur Mont-Royal, à côté de chez nous. Puis, quand je suis arrivé, puis ça faisait, écoute, d'avoir fait un bar, là, ça devait faire au moins 4-5 ans que je n'avais pas fait un. Un vrai, là, comme... Pas un comedy club, là, vraiment un bar là, où d'habitude c'est un bar, puis là c'est une soirée d'humour. Un micro puis un spot. C'est ça, avec un micro correct, puis un spot correct, puis le stage dans le coin. Puis... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Puis je suis monté sur scène, puis j'ai vu, écoute, il n'y a personne qui avait en haut de 24, je pense, là, assis. Puis je me rappelle m'être dit, hey my God, ça là, il y a 6 ans, là, j'aurais peut-être même abandonné. J'aurais fait, regarde, je vais vous faire mes affaires. Puis, je vais sortir en me disant que, bon, mais Colin, vous êtes trop jeune. Puis là, je suis rentré avec une mentalité complètement différente parce que je le sais que les jeunes, cette génération-là, sont beaucoup plus ouverts que ceux de 20 ans il y a 10 ans.
Puis ça a marché très fort. Il y a des affaires que ça n'a pas rejoint parce que ma réalité n'est pas la même que quelqu'un qui est encore au cégep. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas parler de dégâts d'eau à quelqu'un qui a 17 ans. C'est normal, ça arrive. Sauf que je les trouvais beaucoup plus ouverts à connecter avec moi que quand moi, j'avais 21, 22, puis que je voyais un humoriste de 34 monter sur scène, puis que j'avais un sentiment dans moi de faire comme « Oh, regarde, on va l'écouter, là, mais... » Mais tu sais, quand on dit que l'humour est jeune, puis tout ça, puis c'est ça là, qu'on est rendu à cette étape-là, je pense, c'est que les gens, avant, ils essayaient pas. Parce qu'ils n'aimaient pas l'humour, ils aimaient quelqu'un. Ils aimaient Lise Dion, ils aimaient Yvon Deschamps. Fait que là, j'ai fini que le monde, quand ils vont, là, ils donnent une chance parce qu'ils ont envie, ils aiment l'humour, ils aiment le moment qu'ils essaient de passer. Fait qu'ils ont envie de découvrir quelqu'un. Ils sont ouverts à découvrir. Ce qui change tout dans notre milieu, là, c'est quand quelqu'un est ouvert à découvrir. Quand quelqu'un ne s'arrête pas au nom ou au fait qu'il t'a vu ou pas vu à quelque part. Tu sais, quand la personne ne s'arrête pas là-dessus, déjà là, tu as plus de chances que ça fonctionne, que ça clique avec cette personne-là. Puis là, je pense qu'ils veulent ils essayent avec toi, tu sais. Même si avant, j'ai fini que tu dis des d'eau, tout le monde aurait fait ça me parle pas, sors le sel. Là, j'ai fini qu'aujourd'hui, ils font des d'eau, fait je me demande où il va aller avec ça. Parce que j'ai fini qu'on. C'est ça. Ils sont comme en train d'essayer d'aimer l'humour. Avant, c'était pas ça. J'ai fini qu'ils aimaient une personne, tu sais. Ça me fait pas rire, moi, les anecdotes. Ben voyons, Chris, les anecdotes, ça me fait pas rire. La mienne, t'as pas fait rire. Celle de ce gars-là, t'as pas fait rire. Tu vas pas dire que c'est pas vrai, les anecdotes, ça me fait pas rire. Ils sont moins généralistes. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une affaire de, tu sais, tu disais ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, du bordel, je sais pas si c'est. Là, ça fait 1 mois et demi que je parlais, là. Mais dépendant des animateurs, mais j'aime beaucoup aussi dans certaines soirées d'humour où maintenant c'est comme hey, le prochain, mesdames, messieurs, Simon Gouache. Tu sais. Pas le pedigree complet. Ça, on dirait que c'est quelque chose que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible à Saint-Hyacinthe. Puis arrêter aussi d'hyper le monde de Simon Gouache! Tu sais, tu fais juste mesdames, messieurs, le prochain, Simon Gouache. Puis à partir de là, vous le jugerez, vous l'applaudissez parce qu'il rentre sur scène. Là. Mais c'est ça qui est tough aussi pour les nouveaux, là. Tu sais, le prochain, il n'y a pas d'Olivier, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas c'est qui, c'est pas mon ami, mesdames, messieurs, Pierre Rodrigue. Là, lui, il rentre, puis il a 42, puis c'est la première fois. Tu sais. Fait que j'aime ça, les présentations sub. Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup, honnêtement. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que ça, c'est un bel indicateur que le milieu change, que le rapport, le rapport social à l'humour change dans le sens que c'est rendu beaucoup plus, moi je trouve, quelque chose, un art plus que l'entertainment, puis let's go, fais-moi rire. Puis là, je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts. Le couteau à double tranchant de ça, c'est que je pense que se démarquer aujourd'hui, c'est 10 fois plus difficile que quand j'ai commencé. Moi, je suis convaincu de ça. La qualité de l'humour au Québec est tellement haute en ce moment que pour vrai, c'est quelque chose. Il faut travailler fort, un sacrifice pour se démarquer aujourd'hui. Parce que, je veux dire, la qualité est tellement haute, l'humour est tellement sérieux. Tu sais, vous l'avez peut-être vécu aussi, mais moi, quand j'ai commencé, là, faire de l'humour, là, c'était pour la bière gratuite puis les filles après. Là. Puis je l'ai vécu, moi, la transition. C'est juste la bière, moi. Non. Non, mais tu sais, reste qu'aujourd'hui, un humoriste qui se pète la face après un show, tout le monde va le regarder en faisant comme pas super sérieux, lui, hein? Ouais. Ça arrive, là, tout le monde. Ça arrive à tout le monde, tout ça. Mais quelqu'un qui c'est systématique, puis tandis qu'avant, c'était ça. Là. Avant, c'était celui qui se pète le plus la face a le plus de chances de closer le prochain parce que justement, c'est une rockstar, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Tandis qu'aujourd'hui, la vision est complètement différente de ça. Puis c'est un double tranchant, ça fait en sorte que justement le public apprécie plus, je pense, l'humour recherché, entre guillemets, ou va être plus attentif, comme tu disais tantôt, Mathieu, de dire au lieu d'aller sur son sel quand tu parles d'un sujet qui ne te rejoint pas, il va te donner une chance. Mais ça fait aussi en sorte qu'aujourd'hui, si tu veux percer, attache ta tuque, puis prends ton mal en patience, puis travaille fort. J'ai le feeling, par contre, qu'on va accepter de plus en plus les carrières différentes. Fait que, moi, j'ai parlé avec Dom Pack. Là, moi, Dom Paquette,
c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que son premier show, 25 000 billets, genre, là, je veux pas dénigrer, là, je connais pas les chiffres, mais je donne un ordre d'idée, mettons. 25 000 billets, premier show. Deuxième show, 75 000, 40 000, 50 000 peut-être, là. Puis, troisième show, 200. Tu frappais le 300 ou non? Il a peut-être pas frappé le 300, mais au-dessus de 200 000 billets vendus. Puis, je trouve que peut-être que. Puis, même si le prochain en dropperait, là, c'est pas une affaire de chiffres, c'est une question que ça, c'est sur 10 ans. Je pense que ça va exister de plus en plus. Les gars, comme nous trois ici, ben, les trois, on va avoir des super bonnes carrières. Les trois, on va vivre de ça. On va avoir des gigs télé, on va faire ce qu'on aime. Mais un va vendre 50 000, l'autre 25 000, l'autre 200 000. Tu sais, je pense que ça va exister de plus en plus. Mon feeling, c'est que. Mais encore une fois, ça, c'est nous qui c'est ça. Tu sais, à moins que tu fasses une grosse pub, là, mais tu sais, c'est nous qui le sait comment on a vendu de billets. Parce que, tu sais, le lendemain, tu vas jouer à Québec puis ils font pas comme Ah oui, c'est le gars à 200 000 billets, à moins que tu mettes un panneau, non, mais, là. Mais non, mais c'est je veux encore dire, une fois, c'est quelque chose que nous, on sait. Vas-y, excuse-moi. Non, mais je pense que tu vas être tout aussi considéré par une recherchiste qui veut booker quelqu'un sur un talk show que tu aies vendu 40 000 billets ou 200 000. Je pense que c'est ça qui s'en vient. C'est que les carrières vont être valorisées par le travail que tu mets. Là, je suis peut-être idéaliste, là, parce que c'est vraiment ce qu'il faudrait. J'ai tendance à être d'accord avec toi du fait que de plus en plus, il va y avoir de plus... Comme les façons de se faire connaître ou les façons de rejoindre le monde sont de plus en plus nombreuses. Je pense que les carrières différentes, les chemins de carrière vont être aussi de plus en plus nombreux pour le meilleur. Pour le meilleur. Ouais. Puis, on est vraiment, je trouve, dans une belle ère en ce moment. Je trouve que c'est tellement motivant. Autant, ce que j'aime, moi, en ce moment, c'est qu'autant la jeune génération est motivante, qu'autant la génération après moi l'est tout autant. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, on regardait juste en arrière. C'est qui les nouveaux qui s'en viennent? C'est qui les nouveaux? C'est qui? Puis quand tu regardes en avant, tu es comme, ben, eux, dans 10 ans, c'est fini. Là, aujourd'hui, tu regardes ceux qui, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, je regarde ceux qui font du monde depuis longtemps, là, puis qui réussissent à se renouveler, à se réinventer. Hey, man, moi, ça, là, tu sais, moi, à chaque fois, tu sais, moi, Laurent Paquin, je l'aime énormément. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très talentueux, de passionné par son métier. Moi, à chaque fois que je vois Laurent Paquin au bordel, là, puis passer après un gars qui a 21, puis passer avant une fille qui a 19, moi, je trouve ça tellement beau. Il y a 10 ans, là, t'aurais jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Les jeunes, c'était avec les jeunes. Les moyens, c'était avec les moyens. Puis les vieux, c'était, entre guillemets, les vieux, c'était avec les vieux. Puis aujourd'hui, tout ce monde-là est ensemble. Comme tu dis, l'open mic, c'est la même chose. Autant la fille de 19 que le monsieur de 62. Ouais. Tout le monde se tient ensemble. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Tu sais, quand je te parlais de romance, là, je ne sais pas si les gens comprennent quand je dis romance, là, mais c'est entre autres de ça que je te parle. C'est exactement ce feeling-là. Il y a quelque chose que la jeune génération a arrêté de juger ceux au-dessus parce que ceux au-dessus, ils ont ouvert le chemin. Exactement. Et ceux d'au-dessus ont arrêté de craindre les plus jeunes puis de sentir qu'ils se font pousser dans le cul. Ils ont plus fait « Hey, venez-vous-en, c'est le fun en hostie en haut. » Puis là, j'ai le feeling qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis, remarquez, là, dans les prochaines années, nous, on le saura. Peut-être que les gens à la maison ne s'en rendront pas compte, mais ceux qui s'obstinent à le faire, c'est ceux qu'on ne verra plus. Ça va être aussi simple que ça. S'obstine à quoi? À ne pas laisser les autres venir? Ceux qui s'obstinent à ne pas s'ouvrir à la génération d'après. C'est eux qui vont disparaître parce qu'il faut qu'il y ait cette danse-là. Il faut qu'il y ait ce petit moment-là avec les générations. Pour avoir fait, mettons, les premières parties de Phil Roy, qui était comme le up-and-comer, le nouveau, puis après ça, finir la tournée avec Phil, puis que Pat Grou fasse « Tu veux-tu embarquer avec moi pour faire... OK, j'y vois les deux générations complètement différentes, les deux méthodes de travail différentes, les publics différents, puis je trouve ça tout autant hâte de faire... C'était cool avec Phil, de rentrer puis de voir son public, puis d'arriver avec le public à Pat, puis je sais pas, on dirait que c'est deux one-man shows complètement différents qui me forment. Fait que j'aime ça être dans le in-between aussi, tu sais. Je le suis entre deux générations, puis je prends le meilleur des deux,
Puis je trouve ça hot. Puis tu parlais tantôt, Simon, tu sais, des rockstars, là. Je me rappelle, moi, de commencer, puis un peu les... Faire comme, ah, OK, ah oui, c'est telle personne. Ah ouais, OK, lui, il est côte de cuir, nan. Faire, c'est eux autres, les hot, tu sais, parce que je l'ai entendu parler avant de commencer à faire de l'humour. Puis tu vois, c'est eux maintenant qui sont un peu jugés dans le milieu puis qui ont de la misère à jouer, tu sais. Je me rappelle un moment donné d'avoir ces gars-là qui m'appellent, faire « Hey, on veut aller jouer sur ta soirée, puis tout, puis faire... » Alors, on dirait que là, c'est moi en ce moment qui fait comme « Non, les gars, c'est pas ça qu'on a besoin dans le milieu. » On dirait que le changement aussi ça fait bizarre à dire. C'est pas dire « Je suis rendu assez hot pour décider non, j'ai pas besoin de vous autres », mais dans le sens que c'est pas ce genre d'humour-là que je pense qu'il est recherché actuellement. Tu sais. 100%. Ça fait... Ouais. C'est bien intéressant, les gars. Ouais, c'était le fun. C'était vraiment... Je m'attendais pas à ça, là. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je me suis dit, ça va être beige comme discussion, ça va comme aller en surface. On l'a aimé, Chris D'Elia, fin. Si on fait 20 minutes, ça va être le fun. Finalement, vous êtes vraiment intelligent. C'est vraiment beau à voir. Non, pour vrai, je savais que ça allait être une très belle discussion, puis ça l'a été. Pour vrai, ça a été vraiment, vraiment le fun.